Bonjour et bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion, avec un film quelque peu différent du contenu que je vous propose habituellement sur le thème de la randonnée pédestre et celui du cyclotourisme. On va remonter le temps de près d'un siècle pour se retrouver en 1931 dans le département du Tarn. Direction un lieu quelque peu reculé dans la vallée, surtout à cette époque, pour évoquer un fait divers. Depuis 2 ans, je m'intéresse au château de Bonneval et au meurtre qui s'est déroulé entre ses murs, et j'avais envie de vous en faire le récit. À cette époque, 3 veuves de la même famille habitaient ensemble dans le château de Bonneval, et l'une d'entre elles va être assassinée. Pour bien comprendre où se situe l'histoire, je vous propose d'abord une présentation géographique. Cap vers le sud-ouest de la France et la région Occitanie. Nous plongeons vers la cité épiscopale d'Albi, qui est la préfecture du département du Tarn. Voici la grande cathédrale Sainte-Cécile. Elle est haute de 78 mètres. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'édifice emblématique de la ville. Ce vaisseau de briques, avec son aspect militaire, domine les eaux de la rivière du Tarn, avec vers le bas de l'image le pont Vieux. La cathédrale et le pont Vieux, vus ici depuis les arches du pont Neuf, édifié au XIXe siècle. Alors on va suivre le cours du Tarn et sa vallée pour se diriger vers l'est du département, direction le village d'Ambialet, qui est notre prochaine étape, dans des secteurs nettement plus encaissés de la vallée du Tarn, avec des collines qui dominent le cours de la rivière de 100 mètres de haut jusqu'à 400 mètres pour les plus hautes dans cet endroit. Voici quelques images qui vous donneront sûrement envie de découvrir cette belle région. Il s'agit d'un espace idéal pour venir vous ressourcer, pratiquer de nombreuses activités sportives. On peut bien entendu pratiquer la randonnée, le cyclotourisme, mais également le canoë-kayak à la belle saison. On débouche au détour d'un méandre du Tarn à Ambialet, qui porte le surnom de petite cité de caractère. La presqu'île d'Ambialet regroupe pas moins de 4 églises sur une très petite surface. Voici l'une d'entre elles, la Capelle, dominée par les ruines du Castellas. On va prendre un peu de hauteur pour s'élever au-dessus d'une colline schisteuse sur laquelle est construite un ancien monastère devenu prieuré. Ce bâtiment, qui est relativement imposant, s'appelle Notre-Dame de l'Oder. Son style architectural correspond à l'art roman. On peut voir accolé au bâtiment une chapelle qui se visite ainsi que son cimetière. Il est possible de monter ici en voiture. Un dernier lieu intéressant, c'est la digue d'Ambialet. Elle permettait de faire fonctionner un moulin. Aujourd'hui se trouve une station hydroélectrique qui est remarquable par sa silhouette de château et bien intégrée au paysage que l'on voit sur la gauche. Retour sur notre carte 3D, on descend du prieuré, on traverse la digue, on suit les eaux du Tarn sur encore 4 km et puis on va déboucher dans la petite vallée de Bonneval, notre destination finale. Voici le hameau d'un petit peu plus près, ce sont juste quelques maisons regroupées autour d'une église. Et puis quelques centaines de mètres plus loin se trouve l'endroit qui va nous intéresser. Ce sont les ruines du château de Bonneval. Ces ruines, je les connaissais puisque je passe parfois à vélo dans ce secteur depuis une vingtaine d'années. Je les avais vaguement aperçues, mais je ne me doutais pas de ce qui se cachait derrière. Alors maintenant, on va partir à la découverte plus précise de ce lieu. Ici, je suis en train d'escalader une côte assez raide, et c'est ce jour-là, il y a 2 ans, au-dessus de la vallée du Tarn, que va commencer mon intérêt pour le château de Bonneval. Jusqu'à cette époque, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un château, je pensais apercevoir une bâtisse, une sorte de ferme en ruine. Au détour d'un virage, alors que d'habitude à cet endroit je regarde plutôt la route, mon regard est attiré par les fameuses ruines que je connaissais déjà. L'éclairage de cette journée d'hiver va faire que la forme du bâtiment me fait penser à une sorte de manoir ou de château peut-être. Au centre de l'image, sur cette sorte de promontoire, sont perchés les murs d'un bâtiment quadrangulaire, d'une taille qui dépasse celle d'une ferme. Donc je me dis que j'observe en fait un château-manoir plutôt qu'une simple habitation. Maintenant, nous allons regarder quelques cartes.
Ici, je vous montre ma position à vélo qui m'a permis d'identifier le château à quasiment 900 mètres de distance. Quel que soit le fond de carte IGN ou OpenStreetMap, il n'est nullement question d'un château, mais il est indiqué un lieu dit le Barry. Pour info, le sens du toponyme veut dire le faubourg, le noyau d'habitation situé en dehors de la ville fortifiée. En zoomant, on voit le corps du château et quelques dépendances tout en ruine, ainsi que l'ancienne voie d'accès dont il ne reste presque rien. Je passe maintenant sur la vue satellite où l'on remarque une tour. Voici la vue en 3D de l'éperon où est bâti le château à 40 mètres de hauteur au-dessus de la vallée du Tarn. En arrivant par la vallée, le château est toujours difficile à discerner. Ici, peut-être quelques murs attirent l'attention, mais il faut bien lever la tête. En fait, il faut prendre à droite direction le hameau de Bonneval qui se situe à 500 mètres de là pour avoir la meilleure vue sur le bâtiment et apercevoir sa tour. De là, peut-être il y avait moyen de penser à un château. Puisque je vous ai parlé du hameau de Bonneval, je vais vous faire une rapide visite. Il n'y a qu'une quinzaine d'habitations ou de fermes. On remarque surtout la chapelle Notre-Dame de Bonneval. Continuons la présentation du château de Bonneval avec cette carte postale dessinée qui date du début du XXe siècle. Il a été édifié au cours du XVIe siècle sur un à-pic rocheux au-dessus des méandres du Tarn. Il appartenait alors pendant quelques générations à la famille Saint-Paul. La demeure est ensuite la possession pour une assez grande période de la famille Sandral. L'édifice se présente sous la forme d'un corps de logis carré. Il est flanqué d'une tour ronde au centre de sa façade sud. Cette tour domine l'édifice de quelques mètres. En mauvais état et presque abandonné, il est finalement incendié en 1940, soit moins de 10 ans après le meurtre qui a eu lieu entre ses murs. Ce que vous voyez à présent est une interprétation en haute définition de la carte postale pour essayer de remonter le temps de plus d'un siècle. Cette vue au format carte postale qui date du début du XXe siècle est titrée Le Tarn illustré. Bonneval, la vallée et l'ancien château. La prise de vue est réalisée depuis la berge opposée du Tarn en direction de l'est-sud-est, juste en dessous du hameau de Couris. Le château se détache bien sur l'arête schisteuse. Une autre photo du château est publiée le 16 avril 1931 dans le magazine Détective, suite à l'affaire, avec pour titre « Le château du mystère ». Elle est au format portrait et en voici une interprétation et une animation couleur au format paysage. On s'approche tout près du château avec cette photo extraite du journal datée du 26 janvier 1932, mais sûrement prise en 1931 car les arbres possèdent encore leurs feuilles. Le titre est évocateur, un drame dans un nid d'aigle. Ce sera la dernière photo du bâtiment avec son toit intact. On va terminer sur le château de Bonneval avec cet ouvrage que je possède depuis 15 ans. Il est daté de 1999. Château manoir et logis consacré au Tarn. Et si on l'ouvre à la page 148, eh bien c'est amusant, mais j'avais certainement dû le lire et ça m'était pas resté en mémoire. Il y avait un filet avec 2 photos consacrées au château de Bonneval. Le décor est maintenant planté. Et juste avant le récit de l'histoire qui va suivre, je voulais vous montrer les sources.
Elles proviennent de coupures de presse que l'on peut retrouver sur le site Gallica. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Il est possible d'avoir accès à des documents et journaux très anciens. 11 millions au moment où je vous parle. Merci à mon frère Lionel qui a passé du temps à chercher tous les articles possibles ayant rapport à l'affaire du château de Bonneval. Pour un simple fait divers, ils sont nombreux. On ne recense pas moins de 17 journaux et un magazine traitant de l'affaire. Le magazine c'est Détective qui fut créé en 1928. Aujourd'hui, il s'appelle Le Nouveau Détective. 3 longs articles seront publiés. Ils sont enrichis d'une dizaine de photos. Le style du récit est souvent très romanesque, quelque peu sensationnaliste. Les 17 quotidiens sont des journaux de tous horizons. L'affaire a eu un certain retentissement en France. Il y a les locaux avec La Dépêche, L'Express du Midi, Le Patriote des Pyrénées, mais aussi des nationaux comme La Croix, L'Humanité, Le Petit Parisien et des régionaux très éloignés comme La Charente, Le Grand Écho du Nord par exemple. Nous avons retrouvé un total de 76 articles. Par contre, contrairement au magazine Détective, peu de photos les accompagnent. Le tableau que vous voyez contient la liste des journaux, leur date de création, de fin d'activité et le nombre d'articles consacrés à l'affaire. Il est accessible dans un fichier compressé dont vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Ce fichier contiendra bien d'autres éléments. Quelle était la météo du 30 mars 1931 au soir? Il est difficile d'évaluer précisément la météo de la soirée du meurtre, étant donné qu'il n'existe pas de carte des perturbations. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le temps était frais, par vent faible de secteur nord-ouest. Ni anticyclonique, ni dépressionnaire. Le ciel devait être couvert, la température autour de 10 degrés en début de soirée, autour de 6 degrés le matin. Probablement pas de pluie. Débutons cette présentation de l'affaire par une courte introduction qui mettra en lumière les 3 habitantes du château. Au cours de la nuit de lundi 30 à mardi 31 mars, Marie Sandral, 70 ans, est assassinée dans des circonstances étranges sur la commune d'Ambialé. Ce drame s'est déroulé dans un cadre qu'enviraient les metteurs en scène de films policiers. Le château de Bonneval, où se sont déroulés les faits, est un cube grisâtre perché sur un roc comparable à un nid d'aigle dominant le Tarn isolé de tout. Dans cette antique bâtisse, en partie ruinée, vivaient 3 femmes, dont la vie paysanne, tellement limitée et sordide, était à 1000 lieues de l'image de châtelaines raffinées. Elles sont dignes de Balzac. Ces 3 châtelaines n'étaient que des paysannes avaricieuses, rognant sur le feu, sur la soupe, laissant le vent et la pluie s'infiltrer à travers les toits. Elles vivaient chichement, disposant pourtant des revenus agricoles de la vaste propriété d'une valeur de 400 000 francs. Elles étaient passablement riches. Voici un portrait de chacune d'entre elles. Il y a pour commencer Clémentine Malater Sandral. Elle a 30 ans. Elle est née dans la commune d'Ambialé. Elle est la jeune veuve de Justin Sandral, décédé en 1929 à l'âge de 38 ans de tuberculose. Elle sera reconnue coupable du meurtre. Pour simplifier le récit, nous l'appellerons Clémentine. Cette jeune femme est instituée légataire universelle du château et de son domaine par son mari, mais sous réserve des droits que détient sa belle-mère. D'après le voisinage, elle cherchait consolation à son veuvage dans la boisson. La victime du meurtre s'appelle Marie Sandral. C'est la belle-mère de Clémentine. Elle a 70 ans et possédait une santé robuste. Elle a perdu son mari Joseph en 1925 et son fils Justin, le mari de Clémentine, 4 ans plus tard. Marie Sandral jouissait de l'usufruit du domaine. Enfin, la 3e résidente dont la presse ne publie pas de photos est Marie-Victorine Malater, 69 ans. Elle n'est autre que la mère de Clémentine. C'est une ancienne femme de ménage, elle est atteinte de démence. Nous sommes le lundi 30 mars. Le repas du soir se déroule à 18h30 autour d'une maigre soupe et de quelques oignons crus, qu'elles arrosèrent d'un petit vin sec. La pièce, mal éclairée par une lampe déclinante, semblait figée dans le temps. Un tas de duvet était jeté dans un coin, prêt à être vendu. Des bols non lavés depuis des jours s'empilaient près de la cheminée. La soirée semblait banale, mais c'était en réalité le terreau fertile des rancœurs accumulées. L'ivresse s'empara rapidement des convives
et des disputes devinrent bruyantes, grossières. Vers 23h, 3 bandits masqués auraient réussi à s'introduire dans le château. Ils auraient bâillonné et ligoté Clémentine dans sa chambre sur son lit. Tandis qu'un des individus la surveillait, les 2 autres seraient allés dans la cuisine, ils auraient réveillé Marie Sandral. Devant les protestations de pauvreté de la vieille dame, ils l'auraient contrainte à se lever en chemise et à passer dans la chambre de Clémentine. L'un des bandits serait allé chercher des vêtements pour Marie Sandral, l'aurait habillée lui-même et forcé à descendre à la cave où à son avis devait se trouver le magot. Puis, comme la vieille dame refusait toujours d'indiquer la cachette où elle dissimulait son argent, il l'aurait exécutée d'une balle de revolver dans la tête et aurait pris la fuite, non sans avoir dérobé 800 francs dans un sac à main traînant sur une table. Peu après leur départ, vers minuit, Clémentine Malater aurait réussi à se débarrasser de ses liens et couru prévenir 300 mètres plus bas son voisin M. Gravier, meunier du moulin de Bonneval à 2h30 du matin. Lors de sa déposition, M. Gravier estimera qu'il était plutôt minuit lorsque Clémentine se présenta. Les voisins, redoutant eux aussi d'être victimes d'une agression, refusent de se rendre au château. Le lendemain du drame, à 14h30, la 8e brigade mobile de Toulouse arrivait sur place. Elle est dirigée par le commissaire Delsahu, qui commence aussitôt son enquête. Pendant ce temps, le docteur Bouissière réalisait l'autopsie de la défunte. Les policiers vont retrouver le cadavre de la victime renversé sur le lit de sa belle-fille. Le visage de la morte était parfaitement calme, comme si aucun incident dramatique n'avait précédé sa mort, ce qui permet d'estimer qu'elle a été tuée par surprise. Les enquêteurs constatent que la balle provenant d'un revolver gros calibre 7,65 a traversé la tête de Marie Sandral pour sortir à gauche de la nuque. L'arme du crime ne sera pas retrouvée. Clémentine affirme qu'il n'y avait jamais eu d'arme au château. Le corps de Marie Sandral ne porte aucune trace de coup, contrairement aux affirmations de Clémentine, sa belle-fille, qui disait que les agresseurs s'étaient acharnés sur elle. Questionnée, Clémentine, qui affiche une expression têtue, fit le récit d'une voix tranquille de sa vie à Bonneval, depuis la mort de son époux. « J'avais gardé ma belle-mère avec moi après son veuvage. Elle ne cessait de me disputer, me reprochant de ne pas avoir de mal à gagner les 28 000 francs que j'avais touchés de la succession. Puis, au fil du temps, elle se calma, me reprochant juste ma cuisine qu'elle n'aimait pas. Cependant, ma présence au château la gênait. Je suis sûr qu'elle méditait de me faire partir. Souvent, son gendre, M. Viguier, venait la voir et il s'enfermait pour causer. Mais je dois dire que ces derniers temps, elle me laissait tranquille. » Ce préambule parut suspect aux enquêteurs. Clémentine répondait sans émotion et leur détailla cette histoire assez peu en rapport avec les événements tragiques qui venaient de se dérouler. Clémentine, qu'on avait emmenée vers 19h à la gendarmerie, fut priée de faire le récit du drame. Elle répondit avec indifférence, sans émotion, et détailla l'extravagante histoire qu'on connaît. Les policiers écoutaient perplexes. L'interrogatoire se poursuivit sans résultat jusqu'à 3h du matin. Les réponses étaient pleines de contradictions et d'invraisemblances. Le mercredi 1er avril, dès 7h30, Clémentine est de nouveau sur la sellette. Les magistrats possèdent maintenant les résultats de l'autopsie. D'autre part, certaines vérifications ont permis de faire des déductions troublantes. Le juge d'instruction met à profit ses atouts. Vous avez déclaré avoir été assailli vers 23h et être descendu après le départ des assassins, soit vers minuit, chez le meunier de Bonneval. Or, l'autopsie a permis de retrouver dans l'estomac de la victime des restes d'olives et de poulet non digérés. Comme vous dites avoir pris qu'un repas en commun à 18h30, il est évident que l'heure de la mort se situe entre 21h et 22h. Clémentine Sandral ne se démonte pas. Je n'avais pas l'heure exacte, je dis la vérité. Mais on va voir s'accumuler des incohérences. Le désordre qui régnait dans la salle où eut lieu le crime était factice. Le linge a été retiré du coffre et des armoires pour donner l'impression d'une fouille. Mais s'il a été retiré en vrac, il n'a même pas été déplié.
D'autre part, comment expliquez-vous que les malfaiteurs aient uniquement fouillé la cuisine et la pièce dans laquelle vous vous couchiez, et qu'ils ne se soient pas rendus dans les autres chambres inoccupées ? Clémentine répond imperturbablement. Je ne sais pas, je dis la vérité. Puis elle affecte de s'écarter et se met à lire une affiche administrative. Le commissaire de police est obligé de la rappeler à l'ordre. La mauvaise impression faite sur les magistrats par cette attitude désinvolte et les réponses confuses de Clémentine devait être renforcée par de troublantes constatations. Le cadavre de la victime ne montre aucune trace de coup, bien que Clémentine ait affirmé que les malfaiteurs s'étaient acharnés sur elle. Les traits de la vieille dame sont détendus, sans expression d'angoisse, ce qui permet de supposer qu'elle a été tuée par surprise. Clémentine a déclaré que les bandits avaient tiré sa belle-mère de son lit en chemise, qu'ils l'avaient habillée pour la faire descendre à la cave, où ils pensaient que devait se trouver le magot. Or, la victime a été retrouvée vêtue entièrement et correctement. Il paraît difficile d'attribuer à ces assassins de si parfaite qualité de femme de chambre. La jeune veuve a prétendu être arrivée à 2h30 chez le meunier Gravier. Celui-ci affirme l'avoir reçue dès minuit. Les enquêteurs ont remis à Clémentine la ficelle qui aurait servi à la ligoter. Ils lui ont demandé de l'enrouler à nouveau autour de ses membres. Elle n'a pas su y réussir, la corde étant beaucoup trop courte. Enfin, il semble étrange que Clémentine ait été épargnée par les bandits et non sa belle-mère. Autre fait troublant, les voleurs qui eurent le loisir de fouiller la maison n'ont pas découvert 13 000 francs dans un meuble qui se trouvait à portée de main. Un tel faisceau de faits troublants et de déclarations contradictoires devait fatalement amener dans l'esprit des magistrats de graves présomptions. Les enquêteurs plongent dans la situation financière de Clémentine. Il apparaît qu'elle devait 25 000 francs et qu'elle avait emprunté 10 000 francs à sa belle-mère, somme qu'elle n'avait jamais remboursée. Le reste, prétend-elle, lui aurait été prêté par une tante, mais l'interrogatoire de cette dernière révèle que cette aide financière n'a jamais eu lieu, car elle-même est sans fortune. L'arrestation de Clémentine était à prévoir. Elle est intervenue sitôt après son interrogatoire. La jeune femme a été conduite à Albi, où elle a été écrouée. Elle a choisi comme avocat M. Pourquier du barreau d'Albi, qui avait assumé la lourde charge de sauver la tête de Paul Respeau, qui tua sa femme l'an dernier à La Millarié dans le Tarn. Le procès a lieu le 25 et le 26 janvier 1932 à la cour d'assises du Tarn à Albi. M. Derouche est le juge d'instruction, M. Vincent Pourquier est l'avocat au barreau d'Albi de Clémentine Malater et M. Pujol est le procureur de la République du parquet d'Albi et soutient l'accusation. Une quinzaine de témoins sont appelés à la barre. M. Gravier Meunier précisa que Clémentine frappa sa porte à minuit alors que selon elle, il était 2h30. Le médecin légiste, M. Bouissière, qui réalisa l'autopsie du corps de la victime, permit d'affirmer que la mort remontait à 9 ou 10 heures du soir maximum, et non minuit passé. Le chien de garde, réputé pour sa méchanceté, n'a pas aboyé dans la nuit du 30 au 31. La seule piste d'accès au château ne révèle pas de traces suspectes. Clémentine Malater est condamnée à 20 ans de travaux forcés et à 10 ans d'interdiction de séjour. Il faut savoir que les femmes condamnées aux travaux forcés à cette époque pouvaient être affectées à des tâches comme la couture, le tissage, le nettoyage ou d'autres travaux domestiques ou industriels, souvent dans des ateliers pénitentiaires. Les conditions étaient généralement inhumaines, avec des journées longues, des rations alimentaires limitées et des punitions sévères pour indiscipline. Les conditions de détention étaient extrêmement difficiles, avec des cellules exiguës, un manque d'hygiène, une discipline stricte. Les travaux forcés visaient à punir, mais aussi à réformer par le travail, bien que cet objectif soit souvent illusoire, en raison de la brutalité du système. Une condamnation aux travaux forcés pour une femme était particulièrement stigmatisante dans la société française de l'époque, où les normes de genre étaient rigides. Les femmes condamnées étaient souvent perçues comme ayant transgressé non seulement la loi, mais aussi les attentes sociales liées à leur rôle de femme, ce qui aggravait leur marginalisation. Le 2 février 1932 intervient une demande de pourvoi en cassation. Le 25 mars 1932, le parquet civil reçoit une lettre anonyme dont l'auteur se disait l'assassin de la veuve Marie Sandral.
Afin d'attester ces dires, des bijoux prétendument volés à la victime le soir du crime étaient joints à la lettre. Après enquête, les bijoux n'appartenaient pas à la victime. 7 avril 1932, rejet du pourvoi. 19 juin 1934, action en révision. C'est une procédure juridique exceptionnelle visant à rouvrir un procès pénal après une condamnation définitive. Le but de corriger une possible erreur judiciaire. Elle est demandée par la famille de Clémentine, dont son cousin, M. Henri Combes. Le tout dernier élément de cette affaire, le 3 juillet 1934, une démarche de recours en grâce est déposée. Il s'agit d'une demande de réduction ou d'annulation de peine par une décision du président de la République. Malgré nos recherches, nous ne savons pas si cette grâce fut accordée, ni le nombre d'années qu'elle passa en prison. Dans cette dernière partie, je vais aborder les doutes qui subsistent quant à la culpabilité de Clémentine. L'instruction de 1931 n'a pas tenu compte de la présence dans la serrure de la porte d'entrée du château d'un morceau de fer blanc provenant d'un porte-plume neuf, objet ainsi placé qui aurait pu empêcher la lumière de filtrer au dehors durant la nuit du crime. À qui appartenait ce porte-plume neuf? A-t-il été placé ainsi pour qu'on ne puisse ouvrir la porte? Il est peu probable que les 3 femmes en possédassent car elles n'écrivaient à peu près jamais d'après la défense. La corde qui a servi à ligoter Clémentine était trop courte selon l'accusation. Clémentine a affirmé qu'elle s'était libérée avec un ciseau. Elle n'a jamais dit qu'elle avait donné qu'un seul coup de ciseau. La ficelle a pu être coupée en plusieurs endroits. Comme elle était fine, un ou plusieurs morceaux ont pu disparaître, être emportés, accrochés aux souliers des nombreuses personnes qui ont pénétré après le crime. Donc, les morceaux récoltés pouvaient être trop courts au moment de la reconstitution. Si Clémentine a tué sa belle-mère pour de l'argent, pourquoi n'a-t-elle pas pris les 13 000 francs qui étaient passablement bien cachés dans la paillasse du lit ? Concernant le chien de garde qui n'aurait pas aboyé, invalidant la venue d'étrangers au château, on apprend le contraire. Il a aboyé cette nuit-là, mais au lieu dit d'Estrée, à 1 km 500 du château. 2 témoins, M. Pabot et M. Verdier, ont reconnu les aboiements du chien des Sandrales qui coursait leurs 2 chiennes vers 22 heures. Le chien n'était donc pas au château. La même instruction a négligé la découverte le lendemain du crime dans les eaux du Tarn, à 1200 mètres en aval de Bonneval, d'une échelle volée à un propriétaire du voisinage, M. Albert Coste, résidant à 4 km en aval à Fédus. Elle aurait bien pu servir à des assassins venus du dehors pour s'introduire à l'intérieur avant de s'en débarrasser. Les policiers avaient rapidement examiné la façade du château et n'avaient pas remarqué de traces suspectes qu'aurait pu laisser cette échelle. La presse se pose la question. La bande de Buzenac a-t-elle commis le crime du château de Bonneval, dont l'isolement a pu être un stimulant de plus à cette audace? Les membres de cette bande, qui avaient pour chef les frères Buzenac, avaient pour repère les profondeurs de la forêt de la Grésigne, et comme des bêtes fauves ne sortaient que la nuit pour perpétrer leurs mauvais coups. Cambriolage dans les fermes, agression à main, cela dit, cette forêt est éloignée de 70 km de Bonneval, ce qui rend cette hypothèse assez peu probable. Enfin, concernant l'arme du crime, il est difficile d'admettre que Clémentine ait pu se servir toute seule d'un pistolet automatique de ce calibre, ce qui rendrait la thèse d'un complice plausible. De plus, il n'a jamais été démontré qu'un pistolet automatique était en possession de son mari. Madame Rosalie Barrault a témoigné que lors d'une discussion, Justin Sandral, le mari de Clémentine, lui aurait montré l'arme en écartant sa chemise, mais elle est incapable de décrire clairement ce qu'elle a vu. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à faire vos recherches et à nous renseigner si vous aviez des éléments qui n'auraient pas été abordés. Peu après l'affaire du château de Bonneval, sa mère, Marie Malater, a été récupérée par le métayer Cals, en attendant qu'elle soit confiée à l'assistance publique. Elle décède quelques mois plus tard, en octobre 1931. Clémentine s'est éteinte en 1981 à Toulouse, à l'âge de 80 ans.